Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger avec vous ce midi à l'émission Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Salut. Ça va bien? Ben oui. Bon petit congé qui s'en vient pour toi aussi, j'imagine, dans les prochaines heures, les prochains jours. On va essayer d'en profiter. Je sais que parmi tes bons sujets cette semaine à TV Cogeco, t'es allé dans les restaurants la semaine dernière quand il y avait pas d'eau potable à cette île. C'était compliqué pour la restauration, ça. Ben, c'était compliqué pour nous, monsieur, madame, tout le monde. C'était compliqué pour certains commerces et c'était d'autant plus compliqué pour certains restaurateurs comme le Pub Saint-Marc. Eux sont une plus petite équipe, pouvaient gérer peut-être un peu mieux la crise, mais c'est pas évident là, avoir à faire à manger, servir des clients, laver des tables quand on peut même pas utiliser l'eau. Ça complique beaucoup les choses, donc regardez ça connecté sur cette île et Port-Cartier cette semaine. Cette fin de semaine au 555 pour les gens qui sont abonnés à Cogeco TV. Ce midi, à Côte-Nord Attitude, on va s'entretenir d'abord avec le maire d'Anticosti, John Pino. J'ai hâte d'entendre sa réaction. Il sera en direct par téléphone avec nous. On sait que le gouvernement du Québec négocie finalement la fin de toute cette aventure des forages avec fracturation hydraulique pour bien comprendre les quantités là et si c'est exploitable, le pétrole et le gaz de schiste du sous-sol de l'île d'Anticosti. On le sait, le maire Pino était pas du tout favorable à l'exploration et l'exploitation pétrolière sur son île. Il mise plutôt sur le tourisme. Alors, on va y parler aussi, bien sûr, de ces démarches de reconnaissance pour le patrimoine mondial, mais surtout de l'accessibilité d'Anticosti. Quand on mise sur le tourisme, ça prend des traversiers, des vols réguliers, quelque chose là, pour amener les gens à l'île, c'est toujours un peu un obstacle pour le développement d'Anticosti. Donc, John Pino, le maire de l'île, sera avec nous vers 12h15. Ensuite de ça, Tommy, on va parler un petit peu de l'observation des baleines, mais quoi faire quand on trouve un mammifère marin là qui est échoué? 1-877-7 baleines, c'est aussi simple que ça pour rapporter une carcasse d'un mammifère marin aux gens du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. C'est important, on en a vu quand même plusieurs baleines cet hiver dans nos cours d'eau, mais là avec le retour de la pêche, la saison qui va se réchauffer, la température de l'eau qui va se réchauffer également, on va en voir de plus en plus et on risque de voir certaines carcasses, que ce soit des petits dauphins, des baleines, des phoques. C'est important de signaler le tout à ces gens-là parce qu'il y a des études qui peuvent être faites, il y a des choses, de l'information qui peut être récoltée de toutes ces carcasses, donc c'est important de le rapporter. On en parlera plus en détail de cette campagne pour rapporter tout mammifère marin mort avec avec Josiane Cabana du Réseau québécois des mammifères marins. Ben oui, elle gère aussi le site Baleine en direct. C'est vrai qu'on en a vu tout l'hiver. D'habitude, ça commence au mois de mai. On devrait en voir de plus en plus dans les prochaines semaines au large de cette île Port-Cartier, entre autres. Le chef de Ouachata-Macmillan-Tenam, Mike McKenzie, sera avec nous vers 12h40 à Côte-Nord Attitude. On aborde plusieurs sujets d'actualité, mais surtout la signature d'une entente là avec Champion Iron. On voit que la compagnie Champion poursuit ses démarches sérieuses pour la réouverture de la mine de fer du lac Bloom. Les Inuits sont derrière le projet. Ils veulent bien sûr des emplois. Ils veulent aussi des retombées, des contrats pour les compagnies autochtones. Donc, on va en parler avec le chef Mike McKenzie. Là, il nous dit entre autres que la population Innu de Ouachata-Macmillan-Tenam, tout comme celle de cette île, est très affectée par le ralentissement économique qu'on vit depuis 2 ans et souhaite une relance. Des projets comme la réouverture de Bloom Lake sont bienvenus donc autant pour la population autochtone que québécoise chez nous. Il y a un comité de citoyens très dynamique qui a réalisé beaucoup de choses en 1 an. C'est celui du secteur Place de la Boule, domaine Lévesque, donc les voisins de Macmillan-Tenam, finalement à Moisy. Sandra Lévesque est la présidente de ce comité.
On va lui parler en fin d'émission Côte-Nord Attitude des belles réalisations. On a réussi à obtenir, entre autres, des changements là pour la limite de vitesse sur le chemin des Forges, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles dans ce coin-là. On a obtenu un gain aussi au niveau de Poste Canada pour les heures d'ouverture, l'accès aux boîtes postales. On a travaillé des dossiers importants comme l'accès aux plages, la présence de VTT, les dépotoirs clandestins. On fait beaucoup de sensibilisation. Donc, on va en parler de tout ça avec Sandra Lévesque pour donc un comité de citoyens très dynamique à cette île, celui de Place de la Boule, Domaine Lévesque. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, pour les gens qui vont prendre la route là pendant le congé des prochains jours, les policiers de la Sûreté du Québec seront plus nombreux à patrouiller sur la 138 de la Côte-Nord et ailleurs au Québec du 14 au 17 avril pour le congé de Pâques. Ils surveilleront le respect de la signalisation, le port de la ceinture, l'utilisation de cellulaires au volant et la vitesse. Plusieurs opérations en sécurité routière sont prévues au cours des prochains jours. L'an dernier, 765 collisions sont survenues pendant le congé pascal sur les routes du Québec. Le conseil de bande Itum a signé une entente avec Champion Iron permettant la reprise des activités à la mine du lac Bloom. Itum et Champion ont bonifié une entente déjà approuvée par les Inuits d'Ouachat-Macmaniutenam lors d'un référendum en 2008. L'entente comprend des avantages financiers pour la communauté, de la formation, des emplois réservés aux Inuits et des possibilités de contrat pour les entreprises autochtones. Le chef Mike McKenzie rappelle que le respect de l'environnement est fondamental pour les Inuits. Il précise que l'entente avec Champion Iron propose un équilibre entre le développement durable et la protection du territoire. Le conseil Itum précise que la nation Innu dispose de droits reconnus et qu'elle est incontournable pour l'exploitation des ressources de la Côte-Nord. Mike McKenzie soutient que son conseil est toujours disposé à travailler avec de bons citoyens corporatifs comme Champion. Le CRIC de Port-Cartier a reçu récemment le prix 2017 de l'Office de la protection du consommateur. Le Centre de recherche et d'intervention en consommation se voit ainsi reconnu pour la portée de ses actions. Il accueille chaque jour à Port-Cartier, cette île ou en Mingani, des gens qui vivent différentes problématiques en lien avec leurs finances personnelles. L'organisme propose des ateliers sur le budget, l'endettement, des consultations budgétaires personnalisées et de petits prêts sans intérêt. La coordonnatrice Annie Lamarre espère que le prix remis en présence de la ministre Stéphanie Vallée aura des impacts positifs sur le financement du CRIC de Port-Cartier. Il y aura des nids de poules et des puisards bouchés ce printemps, annonce le maire de cette île. Non. Ces problèmes saisonniers sont inévitables au Québec chaque année. Régent Paulier invite les citoyens à utiliser la ligne client de la ville pour signaler les endroits qui nécessitent des réparations. Ça, c'est le 962-2525, si je me rappelle bien. Le maire soutient que la ville entretient bien ses infrastructures, mais avec un climat nordique, il faut s'attendre parfois à des bris. L'équipe des travaux publics réalise un bilan lors de chaque bris majeur pour apporter les améliorations nécessaires. Le comité de citoyens de Place de la Boule à Moisy et du domaine Lévesque dresse un bilan positif de sa première année d'activité. Il a travaillé plusieurs dossiers comme l'accès à la plage, l'accessibilité aux boîtes postales, les dépotoirs et le vandalisme à la patinoire du quartier. La présidente Sandra Lévesque se réjouit de belles victoires auprès de Poste Canada et pour la limite de vitesse sur le chemin des Forges. Le comité planifie une première fête de quartier et une grande corvée de nettoyage. La présidente Sandra Lévesque sera d'ailleurs avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. L'Association minière du Québec salue les investissements de 13 millions de dollars annoncés hier par le gouvernement dans le COREM. L'organisme se spécialise dans la recherche et développement pour l'industrie minière. Pour l'Association minière du Québec, l'innovation représente une avenue de premier choix pour diminuer les coûts des compagnies minières. COREM devient un centre de recherche de calibre mondial avec un financement garanti pour 5 ans. Les compagnies minières contribuent pour 80% du budget de COREM. La présidente et directrice générale de l'AMQ, Josée Méthode, souligne que COREM permet le développement de nouvelles filières minérales québécoises comme les terres rares sans négliger les métaux traditionnellement exploités chez nous comme le fer. Le centre de recherche et de développement favorise de nouveaux projets comme Ménarneau et Mason Graphite sur la Côte-Nord.
Caroline Gagné, 21 ans de Sept-Îles, a été retrouvée après un avis de recherche lancé par la Sûreté du Québec en fin d'après-midi hier. Tous les médias de Sept-Îles là, ont relayé l'information sur les réseaux sociaux et la jeune femme a été s'est immédiatement rapportée. Elle était disparue depuis mardi et ses proches craignaient pour sa santé et sa sécurité. Hey, je viens de regarder là, rapidement, là, c'est vraiment le 962-25-25 et dès que vous avez le message, vous composez le 5 pour signaler tout problème de rue, d'aqueduc ou d'égout avec à la ville de Sept-Îles. Donc petit. C'est bien commencé. Je les voyais travailler juste tout près d'ici, là, derrière la station de radio. Tant mieux. L'auberge Niapisco de Havre-Saint-Pierre a été la proie des flammes vers 4 heures hier matin. Le petit hôtel était vide lorsque le feu a fait rage. Le bâtiment de la rue Boréal est une perte totale. La Sûreté du Québec enquête sur les causes de l'incendie. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On parle avec le maire de l'île d'Anticosti dans quelques instants. Attitude. Amateurs de michoui, ce vendredi 14 avril, ne manquez pas le super michoui du marché Napoléon au 185 rue Napoléon. Dès 15h, tu pourras venir te chercher une bonne portion de porc, de bœuf ou les deux. Sachez aussi que notre service de traiteur michoui se déplace de Tadoussac à Natashquan pour vous et ce, toute l'année. Réservez dès maintenant au 962-8555 ou venez nous voir au 185 rue Napoléon. On vous attend en grand nombre ce vendredi au super michoui du marché Napoléon. Ça sent le printemps et les nouveautés sont arrivées chez Chaussures Filion. Des chaussures urbaines et tendances, des marques comme Clarks, Joseph Siebel, Riker, Keen et Merrell. On a tout pour tous les goûts. 637 avenue Brochu, Sept-Îles et au chaussuresfilion.ca. Dites adieu aux tapis souillés. Grâce au nettoyeur Sept-Îles, qui vous offre le service de location de tapis d'entrée commercial et industriel, incluant la livraison d'un tapis propre chaque semaine. Nous rendrons aussi votre hiver beaucoup plus agréable, grâce à notre service de nettoyage pour vos manteaux, vos habits d'hiver, de motoneige et de ski. Profitez aussi de notre service de buanderie. Et nous vendons maintenant des vêtements de travail sur mesure. Le nettoyeur Sept-Îles, votre meilleur ami du nettoyage. 303 Boulevard L'Or. Une entreprise de la région est à la recherche d'un mécanicien aligneur avec expérience, rémunération très compétitive et avantages sociaux. Vous voulez relever ce défi? Vous aimez le travail d'équipe? Appelez au 88 965 79 40. Doit être disponible le plus rapidement possible. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Bon, on va s'entretenir de différents sujets, l'accès à l'île et le fameux pétrole de schiste qui finalement serait peut-être pas, il y aura peut-être pas de forage cet été-là, en tout cas c'est à voir. John Pinault est maire de l'île d'Anticosti, il est chez eux présentement et on l'a rejoint par téléphone. Bonjour Monsieur Pinault. Bonjour à vous. Ça va bien Anticosti là, vous avez eu de la neige comme nous ce matin vous autres. Oui, mais ça va toujours bien Anticosti. Bon, ça va toujours bien. Tout est calme Anticosti. Toujours. Monsieur le maire, quand même, le ministre, l'État a été assez clair. Là, il y a les moyens de négocier avec Pétrolia pour mettre fin à tout ce dossier là de forage, d'aller voir le pétrole de schiste, le gaz de schiste. Ça doit vous réjouir, hein? Vous étiez, finalement, on vous a entendu au gouvernement du Québec. Oui, on est très content. On est très content que finalement le gouvernement agit. Non simplement pour les gens d'Anticosti, mais il y avait les gens de la main gagnée au grand complet. Les Premières Nations, puis une bonne partie du Québec qui s'avait opposé à ce dossier-là. Puis puisque le gouvernement nous a appuyés pour le dossier d'UNESCO, je pense que c'est un geste conséquent de sa part. D'un autre côté, je suis un peu ambigu face à une compensation à Pétrolia, là. Ouais, vous lui donneriez pas des millions, vous? Moi, je lui donnerai pas 1 million, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y a quand même bien des gens encore, là. J'entendais la coalition Avenir Québec qui disait on devrait le faire, le forage, pour le savoir, le potentiel, puis tout ça. Pour vous, on n'a pas besoin de savoir ça. Si on est contre l'exploitation, ça sert à rien d'aller s'informer et d'explorer, là. Mais tout à fait. Tu sais, puis je veux dire, qu'est-ce que le CAQ a pas l'air à comprendre? C'est que, tu sais, l'argument, on n'est pas contre le pétrole pour être contre le pétrole. On est contre le pétrole à cause des problèmes que ça pouvait impliquer et les dangers, tu sais. La fracturation hydraulique, comme je vous dis, c'est proscrit à grandeur d'Atlantique, sauf au Québec. Puis, je veux dire, nous, on avait vraiment peur, c'est l'eau, là, c'est notre nappe phréatique. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de
petits risques puis de gros risques, tu sais. Je veux dire qu'on fait un puits ou qu'on en fait 100, mais un, c'est un de trop. Monsieur Pinault, j'aimerais revenir sur la compensation monétaire pour l'arrêt des travaux. Est-ce qu'on n'est pas mieux de mettre un montant sur la table et de les voir partir plutôt que de se lancer dans une bagarre juridique qui pourrait peut-être coûter très cher et qui pourrait reporter très loin l'arrêt des travaux? Mais je dois vous dire qu'il y a deux choses là-dedans. C'est que, il n'y a jamais personne qui a vu le contrat qui lie le gouvernement et Petrolia. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a quand même l'injonction des Inuits qui est entendue présentement à Québec, qui demande un arrêt permanent et le retrait des permis qui étaient accordés. Fait que ça, c'est deux choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Là. Puis, je dois vous dire aussi que d'ici jeudi prochain, nous, on va sortir vraiment notre position officielle là-dessus dans un communiqué de presse. Ouais. Est-ce qu'il faut l'envisager quand même pour plus tard, là, dans un avenir plus éloigné, quand les technologies seront peut-être plus favorables, puis qu'il n'y aura pas les inquiétudes, là, notamment sur l'eau que vous avez mentionné? Ben, je veux dire, ça, moi, je suis pas de Rhin, puis faut jamais dire Fontaine, on boira pas de son eau. Mais, je veux dire, je regarde le cycle du pétrole, là. Tu sais, on dit que peut-être il reste une trentaine d'années encore. On sait qu'on peut pas continuer à ignorer les gaz à effet de serre, puis tu sais, on peut pas continuer à consommer du pétrole comme on le consomme et voir la planète se réchauffer, puis qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants. Fait que je trouverais douteux là que dans l'avenir, surtout dans du non conventionnel comme ici là, qu'on change d'idée. Puis je veux dire, je dois vous dire aussi que tu sais, tant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral accepte de nous mettre sur la liste indicative de l'UNESCO, mais la prochaine étape à ça, c'est que tous les intervenants, les pourvoyeurs, les gouvernements locaux, les gouvernements provinciaux vont être obligés de décider les mesures de protection qu'ils donnent à l'île. Oui. C'est pour l'éternité, là. Fait que moi, là, tant qu'à moi, là, le pétrole, c'est fini, raide, mort. Pour l'éternité. Ben, c'est de la longue durée, ça. Oui. Mais comment on développe Anticosti, d'abord, monsieur le maire? Le tourisme et la foresterie, c'est ce qui reste? Oui. Puis, je veux dire, regarde, je pense que, tu sais, je pense qu'on s'est déjà parlé de l'accréditation à l'UNESCO. C'est, pour nous, c'est pas un fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen d'attirer plus de touristes. C'est un moyen de vraiment faire vivre un paquet de monde sur l'île. C'est une chose. On a un paquet de gestes qu'on est en train de mettre en place, là. On vient de lancer un programme de l'art anticostien pour attirer du monde ici, les jeunes couples, etc. On continue à travailler avec le gouvernement provincial pour interverser Didier à l'île, pour qu'on peut rentrer et sortir d'une façon moins chère. On continue à développer des projets, des infrastructures touristiques ici avec des promoteurs. Fait que, tu sais, on travaille très fort puis on pense que ça va donner des résultats. Ouais, en tout cas, on a vu le dossier de l'UNESCO, là, une bonne partie du dossier qui a été rendu public. On a vraiment des bons arguments du côté d'Anticosti. Ça pourrait arriver assez vite, cette reconnaissance comme patrimoine mondial? Qu'est-ce qui va arriver, c'est que normalement, dans le mois de novembre ou début décembre, le gouvernement fédéral va annoncer 2 places qui demandent à l'UNESCO d'être mis sur la liste indicative. Si Anticosti est dessus, puis on a plus que bon espoir que le soit, à ce moment-là, l'UNESCO te donne jusqu'à 10 ans à monter ton dossier pour eux. Le dernier qui était monté, c'est Mistaken Point à Terre-Neuve, là, le dernier Canadien. Là. Le dossier avait 1100 pages plus les annexes. Fait que c'est un gros travail. Nous, on a la prétention d'être capable de le faire dans 2 heures. Il y a 2 semaines de ça, on a signé une entente avec Nature Québec pour créer un fonds UNESCO. Qui est un fonds que les gens vont être capables, on va commencer à le publiciser très bientôt, là. C'est une place où ce que les gens peuvent aller pour donner des dons. Et en contrepartie, ils vont recevoir des reçus de charité là, pour leurs impôts. Là. Donc, du sociofinancement pour vous aider dans votre démarche. Ben, c'est ça, parce que, regarde, on est quand même 215 ici, là, puis jusqu'à date,
On a mis pas mal d'argent là-dedans, puis mais les contribuables ici ne peuvent pas tout payer tout seul, là. Puis au lieu de, encore une fois, aller avec notre chapeau dans les mains vers le gouvernement, on a décidé d'aller vers un financement comme ça. Bon, c'est à suivre. Je pense que c'est une bonne méthode. Puis ça vaut la peine d'investir du temps comme vous le faites, parce qu'après ça, c'est pour l'éternité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, non, puis je veux dire, tu sais, on le voit cette année, je parle avec nos pourvoyeurs puis tout ça. Puis déjà, juste cette année, avec grâce un peu à vous autres, les journalistes, puis à tout ce qu'on a fait. Anticosti fait beaucoup parler dans la dernière année, en tout cas. C'est ça. Fait que, tu sais, on a les bookings pour la villégiature sont extrêmement en hausse. Même la chasse les bookings sont beaucoup en hausse. Fait que il s'agit de faire en soi que ça soit un peu moins coûteux et que les gens se rendent compte aussi que Anticosti, c'est pas juste une place où tu peux prendre des vacances, mais c'est une place que tu peux y vivre, que tu peux élever tes enfants en toute sécurité dans un beau petit paradis, puis les choses vont être digidou. Ouais. Monsieur Pinault, ça m'amène justement à ma dernière question, dernier sujet, l'accessibilité d'Anticosti. Là, moi, il y a 2 ans, je voulais y aller à l'île, prendre des vacances, puis il y avait un projet de traversée à Rivière-au-Tonnerre, qu'on en avait parlé beaucoup, puis finalement, ça a plus ou moins marché. Là, est-ce que, à partir de la Côte-Nord, on a accès assez facilement, par avion, par traversier, avec des horaires réguliers pour aller passer, puis bien planifier nos vacances chez vous? Oui, tu sais, faut pas s'en cacher. Je veux dire, il y a le Bella des Gagnés qui part de chez vous, de cette île, une fois par semaine, qui se rend à Anticosti. C'est un trajet de 7 heures, qui revient, si je m'abuse, il part le mardi matin et revient à cette île le dimanche ensuite. Il y a également Air Alliance qui a un vol quotidien sur l'île, Air Liaison, qui a un vol quotidien, et aussi, mais il y a quand même M. Parisé qui, lui, traverse en Zodiac. Je t'avoue que je pense qu'il faut qu'il y ait un groupe d'au moins 4 pour le faire, là. Puis aussi, à Rivière-au-Tonnerre, il y a, à travers les gens de Coste, il y a un petit navire qui vient à l'île tous les semaines. Bon. Donc, c'est de plus en plus accessible, mais c'est un dossier qu'on travaille, j'imagine. Oui, non, mais je veux dire, ça un traversier interrive, entre autres, pour aller en Gaspésie par après. C'est un beau projet, ça, il y a plusieurs années. Je me souviens, j'étais au Havre dans le temps, là, puis... mais c'est tout à fait essentiel parce que, je veux dire, ça va bâcler le bac. Tu sais, ici, on a un parc absolument fantastique, là, le parc national d'Anticosti. Personne ne peut le visiter parce que c'est trop coûteux. Tu sais, fait que si on avait un traversier entre la Gaspésie, les gens qui aiment visiter les parcs et tout ça, ben, ils pourraient faire le parc Forillon, ils pourraient venir voir notre parc ici, après ça aller dans les îles du Mingan, ce serait un trajet fantastique, puis un jour, si le 138 continue vers Blanc-Sablon, ben, Dieu sait le book que ça représenterait. Ouais, ça va prendre des fonds publics pour tout ça. Il y a encore bien de la représentation politique à faire auprès des gouvernements. Et oui, puis malheureusement, mais on est juste 215. Hein? Ben, c'est ça. Là, c'est pas nombreux à mettre de la pression. Mais comme vous le dites, Anticosti a tellement fait parler dans les 2 dernières années qu'à un moment donné, ça va rapporter d'une façon ou d'une autre, ça. J'en suis sûr. Puis je le vois déjà. Tu sais, on a plein de gens, on a plein de demandes. Tu sais, on le voit, puis aussi, ben, dans le village, ici, juste des indicateurs économiques, là. C'est dans les dernières, depuis le début de l'année, je pense qu'on a eu 6 ou 7 ou 8 transactions immobilières, là, quand c'était assez mort avant, là. Puis tout à la hausse, fait que c'est des choses intéressantes. Là. Ben, je vous remercie beaucoup, M. John Pinault, d'avoir pris du temps avec nous pour ce sympathique entretien à la radio aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, puis viendront nous voir. On va y aller cet été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Trouvez votre prochain camion chez Pascal Automobile. Les camions GM vous attendent en grande quantité pour un choix et un prix qui vous convaincront. Et pendant l'événement camion, profitez d'un taux de financement de 0% à l'achat ou à la location ou de rabais à la livraison jusqu'à 10 500 $. De plus, grâce au marché américain, votre véhicule actuel vaut peut-être plus cher que vous pensez. Venez nous le montrer pour une évaluation maximale. Où ça? Chez Pascal Automobile. Bon, aujourd'hui, je trouvais un cadeau original pour papa et maman, mais là, je suis pas mal serrée.
Ça doit pas coûter une fortune, mais je veux vraiment qu'il lance un wow. Hey, ici, c'est ton portefeuille. Coucou! Tu recherches le cadeau idéal, mais tu veux aussi économiser. Visite maintenant boutiqueattraction.com, une boutique en ligne avec des super économies. La boutique Attraction te propose des offres à 50%. Là-dessus, tu vas trouver de tout et dans tout plein de régions au Québec. Intéressant, hein? Wow, cool, merci. Boutiqueattraction.com, c'est parfait. Bonjour, je suis Carole Bérubé de Sept-Îles Embellissement Nutrit Côte-Nord. J'ai décidé de venir faire affaire avec la radio parce qu'on m'a abordé puis on m'a proposé un très beau concept que je trouve merveilleux. Puis je trouve que c'est très, très profitable pour notre compagnie. C'est très rapide et puis on entend souvent notre nom revenir. Je trouve ça merveilleux de voir le nombre d'appels puis même le monde autour de moi qui m'en parle, là, tu sais, qui me disent « Oh mon Dieu, on t'a entendu à la radio même. » Ça a une très, très bonne impact. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Les citoyens de la Côte-Nord sont nombreux à fréquenter la rive du Saint-Laurent, surtout au printemps, là, quand la neige commence à partir de plus en plus, on va pouvoir aller marcher sur les plages. Qu'est-ce qu'on fait si on voit une baleine échouée, Tommy? Ben, on sort notre téléphone cellulaire, tout le monde a ça maintenant, on n'a plus de besoin d'attendre d'être rendu chez nous. On sort notre téléphone cellulaire et on fait le 1-877-7-BALENE. Et c'est Madame Josiane Cabana qui pourra nous expliquer tout ce qu'on pourra avoir au bout du fil. Madame Cabana du Réseau québécois des mammifères marins, bonjour. Bonjour. Premièrement, là, lorsque les gens appellent, donc voient une carcasse d'un animal, que ce soit une baleine, un petit dauphin, un rorqual, un phoque, on appelle à ce numéro-là et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ben, c'est exactement le numéro qu'il faut signaler, donc carcasse, mais aussi toutes ces espèces-là qui sont encore vivantes, mais qui sont en difficulté. Oui, on couvre les deux. Alors, notre mandat, c'est de documenter les causes de mortalité des mammifères marins du Saint-Laurent, mais aussi de sauver les mammifères marins qui sont en difficulté. Alors, quand on se promène sur la plage, on tombe nez à nez face à un de ces incidents-là. Comme vous le dites, on communique rapidement avec notre centre d'appel et il faut toujours prévoir quelques minutes parce que notre équipe va avoir des questions à poser. Donc oui, ce sera peut-être moi qui aura la chance de traiter l'appel, mais on est une petite équipe aussi. Et on va poser une batterie de questions pour avoir une bonne idée de la situation. Donc c'est à quoi on a vraiment affaire. D'abord, on va identifier l'espèce qui est impliquée dans l'incident, mais quel est l'incident aussi précis? Des fois, on a l'impression qu'on a affaire à un animal qui est mort, mais en l'observant, on voit qu'il respire encore péniblement. Donc il faut planifier, prévoir quelques minutes pour être disponible, répondre à nos questions. Et bien souvent, on va demander à la personne qui est sur le site si c'est possible de nous envoyer des photos. Vous parliez de cellulaire tout à l'heure. Avec les téléphones intelligents, ça facilite beaucoup notre travail. On va demander de prendre une photo et de nous l'envoyer rapidement pour que, justement, on puisse avoir un portrait fidèle de la situation. Et après, on va déployer différents plans d'intervention, dépendamment de la situation. Il y a toujours deux situations dans un cas pareil lorsqu'on voit une carcasse sur une plage. C'est soit on va, je veux pas m'approcher de tout ça, c'est plein de maladies, c'est plein de bébites, je veux pas rien pogner, ou les curieux qui vont s'approcher et qui vont vraiment aller voir de très près. C'est quoi la meilleure approche dans ce cas-là? Ben, la meilleure approche, c'est la première, comme vous le disiez, pas nécessairement d'être dégoûté, mais il faut garder ses distances. On demande aux gens de ne pas toucher l'animal. Souvent, oui, ça va être en état de décomposition avancée, donc porteur de maladies, ça peut être couvert de bactéries. Donc, vraiment, la chose à faire, c'est de nous appeler. Donc, si vous êtes à côté de l'animal, vous gardez une certaine distance. Dépendamment si vous êtes dans le bon sens du vent, vous pouvez vous approcher, puis parce qu'on va vous poser des questions. Alors, c'est bon d'avoir un coup d'œil sur l'animal, mais on n'y touche pas, on n'essaie pas de la déplacer, on n'essaie pas de récupérer des morceaux. Il y a des équipes qui sont formées pour ça, il y a des équipes qui possèdent des permis aussi pour aller récupérer des morceaux échantillonnés selon des protocoles scientifiques. Donc, les riverains, les citoyens, c'est vraiment nos yeux sur le terrain, donc on va les utiliser en quelque sorte pour une description fidèle de la situation. Et par la suite, on peut leur demander des fois, ça peut arriver des fois qu'on peut demander la collaboration des riverains pour sécuriser, attacher une carcasse. Donc ça, si c'est une carcasse comme de beluga qui nous sert à la science, on va choisir de l'attacher pour éviter qu'elle reparte avec la marée. On a par contre des bénévoles qui sont formés par Urgence Mammifères Marins, qui sont disposés et outillés pour intervenir, mais ça arrive des fois que des carcasses s'échouent dans des secteurs où on n'a pas de bénévoles disponibles. Alors parfois, on peut demander la collaboration des citoyens qui nous ont contactés, mais évidemment, on va prendre le temps
de bien expliquer les règles de sécurité, les règles d'hygiène. Donc, jamais toucher un animal sans gants. Et évidemment, vous attendez les consignes de notre équipe là, avant de faire quoi que ce soit s'il y a lieu. Vous avez mentionné le beluga qui, en cas là, d'une carcasse de beluga, on va tenter de le garder parce que les mammifères marins qui sont trouvés sont une source incroyable d'informations pour vous, mais d'autant plus les belugas. Ils peuvent même être envoyés à la faculté de médecine vétérinaire pour de plus grande expertise. Vous êtes très bien renseigné, effectivement. Le beluga du Saint-Laurent, c'est une espèce de baleine qui fait l'objet d'un suivi depuis plus de 30 ans. Alors, on a des équipes qui vont les étudier vivants dans leur environnement, mais on va aussi étudier tout l'aspect des mortalités chez les belugas. On suit l'état de santé de la population. C'est une espèce qu'on retrouve assez fréquemment sur les rives du Saint-Laurent. Donc, on retrouve généralement 15 à 20 carcasses de belugas par année. Et comme vous le dites, si la carcasse est suffisamment fraîche, elle va être envoyée à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, basée à Saint-Hyacinthe. Et il y a un vétérinaire là-bas, Stéphane Lair, avec son équipe, qui va recevoir la carcasse et qui va vraiment en faire une nécropsie. Donc, c'est un peu l'équivalent de l'autopsie chez l'humain, là. Donc, on va vraiment ouvrir la carcasse d'un bout à l'autre, étudier les causes de mortalité, les maladies, par exemple, si c'est un animal qui aurait développé un cancer, qui aurait été atteint d'une infection. Donc, on va vraiment aller tirer un maximum d'informations sur la carcasse, mais il faut évidemment qu'elle soit fraîche, donc qu'elle soit morte là, dans les jours qui ont précédé la trouvaille là, sur la plage. Et si elle n'est pas suffisamment fraîche pour être envoyée à Saint-Hyacinthe, on va quand même prélever des échantillons, des morceaux de peau, de gras, de muscles pour faire des analyses de contaminants, des analyses génétiques. On va prélever des fois même un morceau du foie, si c'est possible, toujours pour des analyses toxicologiques, et un morceau de la mâchoire là, pour identifier l'âge du beluga. Oui. Dites-moi, Madame Cabana, c'est le branle-bas de combat présentement là au quai des pêcheurs, à Port-Cartier, Sept-Îles, Rivière-au-Tonnerre, Havre-Saint-Pierre, partout dans les villages de la Côte-Nord. Est-ce que ça cohabite bien? Ben, c'est souvent une cause, hein, les filets de pêche ou les engins de pêche. Est-ce que ça cohabite bien, notre industrie de la pêche et puis les baleines du Saint-Laurent? Ben, c'est une excellente question et c'est sûr que pour nous, notre niveau d'inquiétude est un peu plus élevé à Urgence Mammifères Marins à l'ouverture de la pêche commerciale au printemps parce que c'est le retour des mammifères marins de leur migration. Ils entrent dans le Saint-Laurent pour profiter de l'abondance de nourriture et c'est souvent à cette période, donc d'avril, mai, qu'on va avoir des appels pour des baleines qui sont empêtrées dans des engins de pêche. Donc la cohabitation, elle n'est pas parfaite. C'est une menace qui est bien réelle ici au Québec et dans d'autres endroits aussi du monde où la problématique est encore plus importante. Mais nous, ici au Québec, on reçoit en moyenne peut-être entre 0 et 20 appels par année de baleines qui portent soit des marques d'empêtrement ou qui ont été trouvées encore vivantes, se débattant dans des cordages ou sinon mortes à la dérive, là, littéralement ficelées dans des câbles. Donc, c'est une menace qui est bien réelle et c'est une des raisons aussi pourquoi, dans notre campagne de sensibilisation actuelle, on interpelle aussi les pêcheurs de bien noter ce numéro de téléphone-là, le 1-877-7-BALENE, puisque ce sont souvent eux qui arrivent sur le site le matin, par exemple, à 4h, 5h du matin, quand c'est le temps de relever les cages, on peut faire face à une macabre découverte. Alors, on demande à la collaboration des pêcheurs de nous signaler rapidement ces incidents-là. Oui, il y a des fois qu'on est capable de les sauver, les baleines. Hein? On voyait dans le bout de Terre-Neuve, là, ça a travaillé fort la semaine dernière, des baleines qui, je pense que c'était des dos blancs là, qui étaient pris dans ce coin-là. À Terre-Neuve, c'est une bonne question. Je vous avoue que ces derniers temps, j'ai passé plus de temps à me concentrer sur le Québec. Je ne pourrais pas dire les espèces, mais oui, ça arrive parfois qu'on arrive à libérer des baleines, des gréements de pêche. On peut aussi travailler dans des cas, par exemple, on a entendu récemment en Nouvelle-Zélande un échouage massif de 200 baleines échouées vivantes. Alors, il y a des méthodes, il y a des façons de remettre à l'eau ces animaux. Donc, on peut effectivement sauver ces animaux-là avec des équipes qui sont en place et qui agissent rapidement. Mais malheureusement, oui, des fois, la fin n'est pas toujours un succès, là. Donc, depuis le début de la fonte des glaces, là, on a déjà découvert certaines carcasses dans la région ou au Québec. Ici, dans la région de Sept-Îles, vous parliez des bénévoles. Est-ce qu'on a des gens ici formés dans la grande région de Sept-Îles pour intervenir? Ben, pour être bien honnête, la région de Sept-Îles, c'est la région la mieux couverte quant à notre réseau de bénévoles. Ben, tant mieux.
Ben oui, on est heureux. Et puis, en fait... Il y a un organisme à cette île, qui observe justement les baleines. Exactement. C'est en grande partie grâce à Annick Boileau du CERCI, le Centre d'études et de recherche à cette île sur les mammifères marins. Et Annick, il y a à peu près 2 ou 3 ans, avait passé le message dans son réseau. On a donc réussi à aller chercher des gens de la SPCA, des gens donc dans le grand réseau là, qui s'intéressent de près ou de loin aux mammifères marins. À l'heure où on se parle, là, de mémoire, on a à peu près une vingtaine de bénévoles formés à cette île. Alors, si les baleines s'échouent là-bas, elles peuvent être tranquilles. Mais on a d'autres secteurs qui sont un peu moins bien couverts. On a une région de la Gaspésie, un peu une zone grise, là, dans le secteur de la rive nord de la Gaspésie. La basse Côte-Nord aussi, on a peu de bénévoles. Mais à chaque saison, à l'automne, on fait une grande période de recrutement. On interpelle les citoyens qui sont intéressés à rejoindre les rangs d'urgence mammifères marins et on offre une formation au printemps. Cette année, on a offert la formation au mois de mars. On a recruté une quarantaine de nouveaux bénévoles partout au Québec, là, de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, on commence la saison avec 154 bénévoles actifs et formés. Oui, on peut être très fiers de notre réseau de bénévoles. On a des gens très motivés, généreux de leur temps. Alors, on espère ne pas avoir trop à les impliquer durant la saison, mais ça facilite beaucoup notre travail pour l'acquisition de connaissances et valider des situations parfois. Donc, on rappelle, là, si vous arrivez face à face lors d'une marche ou peu importe l'événement avec une carcasse d'un mammifère marin, ben participez à la démarche scientifique et aux gens là, du côté du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins en signalant au 1-877-7-baleines, 1-877-722-5346. Madame Josiane Cabana du Réseau québécois des mammifères marins, merci beaucoup. Merci à vous de votre intérêt. Je vous souhaite un bon printemps. Merci à vous aussi. Et le chef du conseil de bande, Mike McKenzie, est avec nous dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Voici un message de la Ville de Sept-Îles. La Ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur Clark qu'il n'est maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation. Je répète, la Ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur Clark qu'il n'est maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation et remercie les citoyens de leur précieuse collaboration. Une entreprise de la région est à la recherche de techniciens de pneus avec expérience. Plusieurs postes à combler. Vous voulez relever ce défi? Vous aimez le travail d'équipe? Appelez au 88-965-7940. Doit être disponible le plus rapidement possible. Vivez un printemps gourmand avec le retour de la Cabane du Bistrot au Blanc Bistrot. Tous les dimanches d'avril, la Cabane du Bistrot vous offre le brunch 4 services dès 10h le matin pour seulement 35$ par personne et 12$ pour les 12 ans et moins. Saumon fumé, jerk de bœuf, cassolette de canard, pâté de cochonaille, tarte au sucre, tir sur neige et bien plus vous permettront de vous délecter des saveurs de l'érable à la Cabane du Bistrot au Blanc Bistrot tous les dimanches d'avril. Réservez dès maintenant au 418-960-0960. Le printemps est enfin arrivé et en tant que professionnel de l'entretien de pelouse, vous pouvez compter sur un allié pour qui vos besoins sont une priorité. Nutri de Côte-Nord vous tend la main et met son expertise agronomique et son savoir-faire en matière de fertilisation à votre service. Nutri vous offre des produits d'efficacité supérieure. Appelez dès maintenant pour votre réservation pour l'entretien de votre pelouse. Nutri de Côte-Nord, 88-962-5269. De la compétence et de l'expérience à votre service. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Il y a une nouvelle entente entre le conseil de bande Itum et la compagnie filière de mine de fer Québec, en fait Champion Iron Limited, qui veut réouvrir la mine du lac Bloom. On parle aussi de d'autres sujets d'actualité chez nous avec le chef de la communauté de Ouachat-Macmaliotena, Mike McKenzie. Bonjour. Oui, bonjour. Mike McKenzie, on a un peu repris une entente qu'on avait déjà, j'imagine, avec Cliff, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un référendum chez vous. C'est cette entente-là qu'on a bonifiée là, pour la réouverture de la mine Bloom Lake. Oui, ça a été même c'était comme un genre d'entente miroir qu'on a eu, qui a été approuvé sous forme référendaire en 2008. Là, on a signé avec Consolidated Thompson. Fait qu'on a eu des discussions là, en 2014 avec le président, M. O'Keefe, lorsque le dossier était rendu au niveau de la loi sur les faillites. La compagnie Champion voulait acquérir les installations, les actifs de Cliff
par rapport au gisement minier qui est situé au lac Blum. Fait qu'on a eu des discussions là par rapport à un appui du conseil pour l'acquisition du projet. Fait que nous, on a discuté avec le président O'Keefe. Fait qu'on a eu quand même des exigences par rapport à l'entente, comme de quoi on est revenu. Moi, j'ai demandé de reconnaître l'entente qui a été signée en 2008. Fait que on revient sur la même entente, là, quelques modifications, bonifier l'entente, structurer un peu plus, ce qui n'a pas marché un peu au niveau de l'entente de 2008. Qu'est-ce qu'on cherche là au niveau du conseil de bande dans ce genre d'entente-là pour les membres de la communauté? Surtout, on voudrait des emplois, qu'on garantisse un certain nombre de jobs pour les Inuits de votre communauté. C'est ça qu'on veut d'abord et avant tout? Avant tout, c'est l'emploi, les opportunités d'affaires auprès de nos entrepreneurs Inuits. Il y a beaucoup d'entrepreneurs Inuits aussi. On a vraiment ressenti aussi le contexte économique, là, le ralentissement au niveau du cycle minier partout, que ce soit les Premières Nations au Québec, on leur ça. Fait que nous, c'est quand même une annonce importante là, par rapport à l'emploi, les opportunités d'affaires en matière d'environnement. Aussi, on a amélioré l'environnement, faire à peu près des suivis environnementaux. On siège dans des comités avec Champion. Au niveau aussi de la formation, on a renforcé par rapport à l'entente, par rapport à l'embauche. On a beaucoup de misère parfois. On a de super belles ententes, mais parfois l'emploi, faut pousser à avoir une structure là, ou une stratégie en matière d'emploi et de formation. Fait qu'on a quand même structuré dans la un peu plus la modification un peu de l'entente, mais c'est une petite modification, mais quand même qui était vraiment importante par rapport à 2008. Dans votre communiqué au conseil de bande, là, Mike McKenzie, vous mentionnez que le conseil est toujours prêt à travailler avec des bons citoyens corporatifs. Faut comprendre que Champion Iron Limited est un bon citoyen corporatif pour vous. C'est un peu, on fait référence au dossier d'IOC finalement. Là. Il y a des compagnies qui exploitent sur votre territoire puis qui vous ont pas nécessairement demandé la permission ou prix d'entente avec vos conseils de bande. T'as tout à fait raison. C'en est un que nous, depuis quand même, là, que ce soit les ressources minières, forestières, hydrauliques sur le territoire ancestral de Ouachita-Manitou-Napoléon, on reconnaît quand même le droit international, là, la légitimité des droits des peuples autochtones. Ce qui est important là, au consentement libre, préalable et éclairé sur l'exploitation sur le territoire. Fait que c'est important pour nous, là, en tout début de tout projet, ça prend le consentement des Premières Nations. Là, on a vu plein de jugements, fait qu'on continue à donner cette notion-là au niveau même du droit international. Fait que pour nos champions, depuis quand même 2014 qu'on discute, on a quand même mis en place 2 comités de négociation auprès des TOM puis de l'autre bord champion. Fait qu'on a eu quand même des bonnes discussions. Souvent, dans les ententes, dans toute entente, c'est super beau au niveau des clauses qu'on met sur l'entente, mais il faut toujours travailler à atteindre les objectifs. C'est pas seulement les redevances qu'on regarde, c'est comme on vous disait tantôt, de l'emploi, les opportunités d'affaires, l'environnement aussi, l'équilibre par rapport à la protection environnementale est vraiment important pour les Inuits. On constate que vos droits sont de plus en plus reconnus dans le milieu économique, chez les compagnies, auprès du gouvernement, que ce soit Mine Arnaud, Alderon, les autres projets qui s'en viennent. Là, ça semble clair pour tout le monde qu'il faut une entente avec les Autochtones. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous êtes parlable, vous êtes prêt à en signer des ententes quand on vient vous voir. Il n'y a pas de réticence. Là. De plus en plus, les compagnies vous parlent beaucoup et en veulent des ententes. Ben, c'est sûr qu'on est toujours ouvert. La première des choses, c'est de respecter les droits ancestraux et le petit aborigène des Premières Nations. C'est la règle de l'art là, partout, je pense, au Canada. Les ERA, je pense qu'il y a au-dessus de 200 ERA qui sont signés partout au Canada. Fait que moi, je pense que c'est important que les promoteurs qui viennent sur le territoire, la première des choses, c'est d'aller voir les Premières Nations. Ça, c'est primordial là, par rapport à ça. Puis moi, personnellement, au niveau de la communauté, il faut vraiment respecter nos positions, nos valeurs, nos coutumes aussi, par rapport à des ententes qui vont refléter aux valeurs des Premières Nations. Dans le communiqué, vous mentionnez aussi que la protection de l'environnement, c'est très important pour les Autochtones, c'est fondamental pour les Inuits. Est-ce que vous mettez des restrictions quand vous négociez avec des compagnies minières comme ça, ou vous les laissez faire quand même à leur guise, là? Non, on est toujours, comme je disais tantôt, dans le comité environnement qui existe dans l'entente, il est vraiment bien cadré. Là. On est paritaire dans le comité. L'exemple, on peut être 2 des TOM puis 2 de l'autre bord. Puis nous aussi, on a quand même des biologistes Inuits qui travaillent dans ce comité-là. Fait qu'on va être plus près du projet. Si on parlait par rapport à l'emploi, l'exemple que je peux donner, mais on va avoir quelqu'un qui va regarder au niveau de la coordination de l'emploi, qui va être sur place aussi sur les sites miniers. C'est pas juste à nos bureaux respectifs. Il faut que la personne soit sur place, aller voir les relations de travail auprès des Autochtones qui travaillent au lac Blum. Est-ce qu'on respecte les normes? C'est tout ça là, qu'on a amélioré, bonifié cette
entente-là. Mike McKenzie, à cette île, on parle beaucoup du ralentissement depuis quelques jours. Il semble difficile à vivre ce printemps. Il y a plusieurs familles qui ont quitté cette île. Il y a des entreprises qui ferment. On a vu l'exemple de Trinor récemment. Est-ce que dans la communauté autochtone de Ouachat, Macmaliotenam, on le vit aussi dur, le ralentissement économique présentement? Vous avez beaucoup d'entreprises qui doivent se chercher des contrats aussi, là, puis qui slackent les personnes, qui slackent des employés. Malgré tout ça, Etam tire son épingle de jeu en rapport avec des projets à l'interne au niveau de la communauté. On a quand même le centre de formation qu'on finalise. C'est un projet de 6 millions. On a eu l'agrandissement de Johnny Pillow. On a l'agrandissement de Johnny Pillow. On a l'agrandissement qui va être fait cette année à l'école secondaire. Puis l'école primaire à Maliotenam, c'est au-dessus de 15 millions quand même qu'on amène auprès de la communauté. Malgré le contexte économique, nos entrepreneurs bénéficient quand même du travail. Mais malgré tout ça, l'ensemble de la communauté, il faut, je me dis, diversifier l'économie. Je regarde le cycle minier. Il y a tellement, on sait pas, des fois, il monte, descend, qu'il monte. Et que là, moi, je me dis, au niveau du gouvernement aussi, il faudrait qu'il bouge un peu plus là, au niveau des emplois, que ce soit sur la Côte-Nord, autant au niveau des Premières Nations, au niveau de la formation, l'investissement au niveau des jeunes. Sinon, le monde va partir d'ici à cette île. Et je le ressens beaucoup, moi, le monde qui a moins de monde à cette île, puis dans la communauté aussi, là, on le ressent en matière d'emploi. Puis nous, avec cette entente-là, on veut faire travailler nos jeunes. Il y avait eu des opérateurs qui étaient capables de travailler au Lac-Dôme comme tout le monde. Fait que les jeunes, il faut leur donner l'espoir par rapport à l'emploi. Je pense qu'il y a le nouveau centre de formation professionnelle qui est en construction là, dans l'ancien club Égalité à Ouachat devrait être très utile dans le contexte d'une entente comme ça avec Champion. Hein? On veut les former adéquatement pour les emplois à venir dans l'industrie minière, que ce soit avec Tata Steel, Champion, Alderon ou d'autres compagnies. On les voit de plus en plus, les Inuits, dans les milieux de travail du secteur minier. Hein? Oui, il y a pas mal d'Inuits qui travaillent même chez Arcelor. Il y a quelques travailleurs aussi qui travaillent au niveau d'Arcelor, puis chez Tata, ainsi que Champion. On a formé du monde en 2008. Il y a eu de bons opérateurs. Fait qu'on en revient avec M. Cataffer qui travaille déjà chez Cliff. Fait qu'il y a une bonne personne entre nous, le vice-président de Champion. Fait que, au niveau de la formation, mais c'est sûr que notre CREA va aussi donner des formations en matière de minier par rapport à cette entente-là. Il devrait être prêt pour l'automne, quoi? On prévoit une inauguration pour la prochaine rentrée scolaire au nouveau centre de formation Inuit? Oui, je pense que oui. Là, les échéanciers des travaux, ce que j'ai entendu dans les dernières nouvelles, ce serait peut-être en juin, juillet. Fait qu'on va être prêt pour la prochaine année scolaire à ouvrir ce centre-là. Puis qu'on est très fiers à Ouachat-Maliotenam, c'est un centre régional. Fait que on a beaucoup de décrocheurs dans la communauté ou d'autres communautés qui vont bénéficier de ce centre-là qui est primordial pour les Premières Nations. En terminant, Mike McKenzie, je pense qu'il y a un dossier qui retient beaucoup l'attention dans la communauté de Ouachat-Maliotenam. C'est la consultation qui a lieu présentement concernant le code électoral. Est-ce que c'est un dossier qui divise ta communauté? On a vu à la dernière élection quand même là des résultats serrés depuis l'élection. Il y a beaucoup de divisions. Est-ce que c'est un autre dossier qui divise un peu les Inuits de Ouachat-Maliotenam, le code électoral? Non, je pense pas. C'est plus que c'est un code qui date quand même de 1994 qu'il faut quand même là évoluer, je pense, le code électoral, puis qu'on consulte la population. Au bout de la ligne, dans toute la consultation qu'on fait actuellement, ça va être la population qui va décider s'il veut vraiment changer le code électoral là, qui est en place depuis 1994. On donne au peuple l'information, puis je pense qu'on a encore de l'éducation populaire à faire auprès de la population pour mieux comprendre l'ampleur du changement du code électoral. Parce que les Inuits, ils sont divisés sur plusieurs sujets quand même. C'est un peu comme les Québécois finalement. Là. On a le droit de discuter puis de débattre aussi dans les communautés autochtones au Québec. Ben partout, que ce soit les conseils de bande Inuits ou ben les gouvernements du Québec, il y a autant de divisions selon les thématiques qui sont visées. Puis pour nous, c'est important de mieux trouver l'approche au niveau de la consultation auprès de la communauté. Tu sais, est-ce qu'on peut faire d'autres formes de consultation? C'est ce qu'on regarde. On veut aller voir du monde, ceux qui veulent avoir une consultation comme le code électoral à la maison avec un groupe de 5-10 personnes, parce qu'il y a du monde aussi qui aime pas aller en assemblée. Fait que c'est tout ça qu'on chemine actuellement dans le dossier du code électoral. Et ça devrait se régler avant la prochaine élection. Il vous reste 1 an de mandat, là, les gens qui ont été élus, qui forment actuellement le conseil de bande Itum, c'est ça? Il reste 2 ans de mandat. 2 ans de mandat? Oui. Donc vous êtes en élection seulement en 2019, vous autres?
Oui. OK. Et le code électoral devrait être modifié d'ici ce temps-là. C'est beaucoup la question de ceux qui vivent en dehors de la communauté qui est au cœur des discussions, quoi? C'est ça, exactement. Ceux qui sont dans les hors-réserves, là, qui sont comme reconnus très récemment. C'est que c'est tout ça ce que la population discute par rapport au code électoral. Eh bien, Mike McKenzie, chef de Ouachette Macmaliotenam, on va te souhaiter une excellente fin de semaine, Pascal. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à la radio de cette île-là. Merci beaucoup, Jean. Bonne journée, puis bon, joyeux sport. Attitude. Au printemps, chez Hockey Expert, c'est le temps d'épargner. Avec le retour du beau temps, vient de gros rabais. Profitez de rabais allant jusqu'à 75% sur les patins à glace et jusqu'à 50% sur les bâtons et les équipements de hockey. De plus, équipez-vous pour le printemps avec des rabais allant jusqu'à 50% sur une vaste sélection de patins à roues alignées. Hockey Expert profite de l'occasion pour souhaiter une belle fin de semaine à tous les participants de la 9e édition de la Classique du printemps. Les boulons LPG du 535 Québec, c'est beaucoup plus que de la boulonnerie. Fort de ses 28 ans, à votre service et pour encore longtemps. Nous disposons de petits et de gros outils pour usage domestique ou professionnel. Nous sommes aussi batterie experts. Pour tous vos besoins en batterie, du cellulaire à la batterie d'auto ou industrielle, les boulons LPG et batterie expert du 535 Québec, c'est un service professionnel offert à tous. Pourquoi s'en priver quand on peut économiser temps et argent sous le même toit? Le 29 avril prochain, vous êtes conviés à la 27e édition du Gala des entreprises de Sept-Îles, les Météores 2017. 12 prix et 5 mentions spéciales seront attribuées aux entrepreneurs d'ici. L'accueil se fera à 18h. Tapis rouge, cocktail, remise de prix et soirée dansante avec DJ S2. Venez célébrer les entreprises et organisations récipiendaires. Les billets sont à 100 $ plus taxes en vente à la salle Jean-Marc Dion. Pour réservation, faites le 418-962-0100 ou achat en ligne via le site web de la salle. Une invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles et d'Attraction Radio. La finale de la Coupe Stanley s'en vient. Va falloir ouvrir les paris. Mais je veux pas gager contre toi. Tu gagnes tout le temps. C'est parce que je suis toutes les nouvelles du hockey à un seul endroit sur absolumentfan.com. C'est facile et je suis toujours le premier informé. Je te gage que tu connaissais pas mon secret. Absolumentfan.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler d'un comité de citoyens dynamique, celui de Place de la Boule et du domaine Lévesque. En fait, il y a eu l'Assemblée générale annuelle récemment. Il y avait quand même une bonne participation. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce comité, qui a seulement 1 an, a vraiment un bilan bien rempli là, de sa première année d'activité. Sandra Lévesque est la présidente. Je pense qu'elle a renouvelé son mandat pour la prochaine année. Bonjour Sandra Lévesque. Oui, bonjour. Le comité de citoyens de Place de la Boule, domaine Lévesque, c'est dans le secteur de Moisy, mais ça inclut pas nécessairement là, jusqu'à la pointe de Moisy. Vous êtes les voisins de Maliotenam, finalement. Oui, c'est ça. On est les voisins de Maliotenam. Puis la base de villégiature, elle a son propre comité. Donc nous, c'est vraiment le comité citoyen de Place la Boule et Domaine Lévesque. J'ai été impressionné par votre communiqué cette semaine. Là, vous avez vraiment réglé beaucoup de dossiers en 1 an. On pense à Post Canada, par exemple, l'accès à la plage, les dépotoirs à ciel ouvert. Qu'est-ce qui a d'abord mobilisé les gens chez vous là pour créer un comité de citoyens il y a 1 an de ça? Oui, ben en fait, un comité citoyen, ça se forme souvent quand il y a une problématique qui émerge dans le milieu. Dans notre cas, c'était la circulation de VTT, parce qu'on est quand même dans un coin où on est entouré de forêts. Alors, c'est certain que c'est une problématique qu'on rencontrait, mais assez majeure. Ce qui inquiétait beaucoup de gens au niveau de la sécurité. Bon, alors c'est ce qui a fait que le comité s'est formé, mais on s'est pas limité à ça, parce que le but d'un comité citoyen, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie d'un secteur. Puis notre secteur en particulier, c'en est un qui avait beaucoup besoin d'amour. Alors on n'a pas terminé. On commence, ça fait seulement 1 an qu'on existe, mais on a touché à beaucoup de dossiers, puis on se rend compte que les pressions citoyennes, ben ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont débloqué. J'ai l'impression que le secteur chez vous va avoir beaucoup d'amour dans la prochaine année, parce qu'il y a des beaux projets aussi. Là, entre autres, on veut organiser une fête de quartier, une grande corvée de nettoyage. Mais le dossier des VTT, est-ce qu'on vous estimez que c'est réglé aujourd'hui, 1 an après? Là? Non, certainement pas. C'est quelque chose qu'on a commencé à toucher, mais
c'est un dossier très sensible parce que ça divise la population. Donc, faut y aller. Parce qu'il y a des gens de votre quartier aussi là qui font partie des coupables là-dedans. Ben oui, c'est certain. Il y a des gens qui ont toujours eu l'habitude de circuler comme ça dans les rues et sur la plage, mais le quartier a beaucoup grossi dans les dernières années et puis on se retrouve avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de piétons, donc ça devient très inquiétant. Puis beaucoup plus de circulation de VTT aussi qu'avant. Donc c'est devenu vraiment une problématique majeure puis on peut pas l'ignorer. Mais par contre, on essaie de trouver vraiment un ensemble de moyens pour régler ça le mieux possible. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas ignorer, mais ça se règle vraiment pas en un an, par contre. Ouais. Il y a une des victoires que vous avez obtenues, c'est auprès du ministère québécois des Transports pour limiter la vitesse sur le chemin des Forges. Là, c'est un petit peu le genre de victoire qu'on aimerait obtenir avec les VTT aussi. Oui, ben c'est ça. Pour la vitesse sur le chemin des Forges, on est vraiment satisfait. Puis ça, c'est un dossier qui nous a démontré que quand on fait une pression citoyenne de manière organisée, comme avec le comité, ben ça fonctionne parce que c'est un chemin avec une vitesse maximum 80. Puis ça circulait très vite. Puis on a réussi en faisant signer une lettre. On avait placé ça au dépanneur. Les gens venaient signer. Puis on en a ramassé plusieurs, puis comme ça, ben ça a fonctionné, puis la vitesse maintenant est passée à 50. Ouais. Donc ça, on est vraiment content parce que ça passe tout près d'un parc pour enfants, centre communautaire, patinoire, skatepark, il y a beaucoup de piétons, donc c'est ça. Puis il faut pas oublier que même si, bon, oui, il y en a qui pensent qu'on est dans le bois, c'est vrai, on est dans le bois d'une certaine façon, c'est ce qui fait que notre secteur est si beau, on est entouré de nature, la plage, tout ça, mais il faut pas oublier qu'on reste un secteur résidentiel. Il y a des gens qui vivent ici, des familles, donc il faut que ce soit sécuritaire, puis il faut qu'il y ait une belle qualité de vie, puis nous, on travaille vraiment fort pour ça. Moi, je le fais parfois en vélo l'été, le chemin des Forges, puis je le trouve magané, là. J'imagine qu'en auto, on veut des travaux aussi dans ce coin-là. Ben oui, c'est certain. Ça, tout le monde est au courant, hein. Autant quand on circule en voiture qu'en vélo, qu'à pied, ça n'a pas de bon sens. Le chemin, il est vraiment magané, comme vous dites. Puis, ben ça aussi, on est rendu là à faire des pressions pour que... Mais ça, c'est pas la ville, c'est le ministère des Transports qui est propriétaire de ce chemin-là, quoi? Oui, c'est ça. Cette partie du chemin des Forges appartient au MTQ. Donc, c'est au MTQ qu'on doit faire les pressions, puis c'est un dossier qui est prioritaire en ce moment, là. Donc, on espère que ça va porter fruit, puis qu'on va pouvoir se faire réparer notre chemin des Forges, là, qu'il y en a vraiment besoin. Autre bel exemple de l'efficacité d'un comité de citoyens. Auprès de Poste Canada, vous avez obtenu une belle victoire aussi dans la dernière année. Il suffisait de demander, un accès aux boîtes postales? Oui, mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs citoyens qui étaient insatisfaits, non pas du service, parce qu'on est vraiment chanceux dans un petit secteur comme le nôtre d'avoir un bureau de poste, donc avec un comptoir postal, avec service, puis on a un très bon service, on en est content, on en est satisfait, c'est quelque chose qu'on voulait absolument pas perdre, sauf que plusieurs citoyens considéraient que l'accès, donc les heures d'ouverture étaient pas suffisantes parce que les boîtes postales sont à l'intérieur du bureau de poste, donc inaccessibles en dehors des heures d'ouverture du bureau de poste. Donc, en faisant des pressions encore à l'aide du comité sur Poste Canada, en interpellant, par exemple, Marie-Hélène Gill, la députée fédérale, on a réussi à avoir une solution. Donc, Poste Canada a offert que tous les résidents puissent avoir une clé, donc qui leur permet d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au bureau de poste et de pouvoir aller chercher leur courrier dans leur boîte postale. Alors, je pense que les gens sont bien contents de la solution qui a été mise en place à ce niveau-là. Mais malheureusement, il y a des délinquants à cette île, que ce soit à Place de Boule, Moisy ou ailleurs dans la ville. Entre autres, à la patinoire du quartier chez vous, il y a eu beaucoup de vandalisme, semble-t-il. Il y a toute la question des dépotoirs clandestins. Là. Ça, c'est délinquant aussi, là, jeter nos vieilles laveuses n'importe où dans le bois quand on est dans des quartiers comme chez vous. C'est de la sensibilisation qu'on peut faire. Hein? C'est à peu près tout ce qu'on peut faire quand on a un comité de citoyens quand même. Exactement. Ben, c'est pas tout ce qu'on peut faire, mais c'est quelque chose sur quoi on mise énormément. Donc, que ce soit au niveau, par exemple, du vandalisme qu'il y a eu à la patinoire, ben nous, on n'a pas voulu ignorer ça. On a pris des photos, puis on les a fait circuler sur Facebook, puis ben les gens ont vu, les gens en ont parlé, puis ben ça l'a porté fruit, ça s'est beaucoup calmé par après.
Puis au niveau des dépotoirs clandestins, ben encore là, ce qu'on fait, on organise des corvées de nettoyage. Alors c'est vraiment un geste concret qu'on fait pour notre milieu, puis on essaie d'impliquer le plus de citoyens du quartier possible. Donc, c'est quelque chose qu'on prévoit faire au printemps, encore une fois, justement. Puis on prend des photos de ce qu'on a ramassé parce que c'est assez impressionnant ce qu'on peut trouver et ramasser, puis la quantité de déchets. Puis on fait circuler ça encore sur les réseaux sociaux. Puis, ça porte fruit. Je pense que c'est une sensibilisation assez efficace. La première fête de quartier à Place de la Boule, ça s'en vient, quoi? Ça devrait être à l'été 2017? On espère pouvoir faire ça vers la fin de l'été sous une thématique de vente de garage, donc de quartier. On espère pouvoir réaliser ça. On aura besoin de bénévoles. En tout cas, c'est pas encore prêt à 100%, mais on espère pouvoir faire ça vers la fin de l'été pour que les gens puissent se rassembler, se parler un petit peu plus, créer un solidarité entre les familles, ouais. C'est ça, oui, exactement. Et la grande corvée de nettoyage, ça pourrait être au printemps, non? On est habitué, les grands ménages, on fait ça au printemps au Québec. C'est ça, oui. Alors, on espère annoncer ça bientôt. Donc, pour le printemps, encore une fois, essayer de mobiliser les gens pour qu'ils s'impliquent. C'est une façon concrète de faire quelque chose pour notre milieu, de ramasser les déchets. C'est vraiment concret. On met vraiment les mains à la pâte, puis on espère avoir le plus de gens pour nous aider pour ça. Puis faire circuler les photos sur Facebook pour, encore une fois, faire la sensibilisation parce qu'on aimerait que ce soit quelque chose qui se fasse de moins en moins. Hein. C'est des décès comme ça dans la nature. C'est assez triste à voir les dépotoirs clandestins dans le coin. Oui. En tout cas, on voit que ça peut être efficace et utile. Un comité de citoyens, on en a un bon depuis 1 an à Place de la Boule, Domaine Lévesque. En terminant, Sandra Lévesque, vous êtes collée sur la communauté de Maliotenam. La cohabitation, ça se passe toujours assez bien, j'imagine, hein, dans votre quartier. On les côtoie puis on travaille ensemble un peu avec les Inuits quand même dans bien des choses, hein? Ben moi, j'ai rien à dire de négatif à ce niveau-là. Vraiment, ce sont nos voisins. Je crois qu'on est de bons voisins. Puis j'ai jamais senti aucune problématique à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est une richesse de côtoyer la communauté Innu à côté. Surtout, on est à côté du festival Innu Nikamu, donc c'est le fun, on peut en profiter. Ben super. Sandra Lévesque, je rappelle que tu es présidente du comité de citoyens Place de la Boule et Domaine Lévesque. Un gros merci d'avoir pris du temps là pour enregistrer cette entrevue pendant la sieste de ta fille aujourd'hui. Oui. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Eh bien, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Ça complète la semaine avant le congé pascal également. Tu nous parlais de ton reportage sur l'eau, l'absence d'eau potable dans les restaurants la semaine dernière. C'était compliqué dans la restauration. On peut voir ça cette fin de semaine, mais tu as d'autres choses aussi à Congé Côte TV. On revient là, sur les croisières. Là, on a déposé un bilan de croissance 2017-2022. On veut devenir une croisière hivernale même à cette île, donc c'est bien intéressant. Et la fameuse campagne de la Chambre de commerce pour l'achat local. Et on fait la prochaine émission Côte-Nord Attitude ensemble, puisque demain, il n'y a pas d'émission. Lundi, c'est férié. Donc, on se retrouve mardi midi pour une autre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Au revoir tout le monde.